On dit nous aussi que le secteur aérien correspond de 2 à 3% des émissions de CO2. Ça, c'est un chiffre sur lequel on est tout à fait d'accord. Et vous voyez que rien que sur les émissions de CO2, déjà, il y a c'est pas de l'incertitude, mais on peut trouver plusieurs chiffres dus au fait que le chiffre qu'on va donner dépend du périmètre qu'on se donne. Est-ce qu'on considère l'aviation générale, tous les avions? Est-ce qu'on se restreint à l'aviation commerciale en excluant l'aviation militaire et l'aviation privée? Est-ce qu'on regarde sur une période historique cumulée depuis le début de l'ère industrielle? Est-ce qu'on regarde sur une période récente? Est-ce qu'on regarde que les émissions de CO2 liées à la combustion du kérosène, ou est-ce qu'on regarde aussi les émissions de CO2 liées à la production du kérosène? Est-ce qu'on regarde des zones géographiques? Enfin, vous voyez, il y a plein de périmètres qu'on peut se donner. Il n'y a pas de réponse unique. Suivant en fait ce à quoi on s'intéresse, évidemment, la réponse, le périmètre qu'on choisit peut être pertinent. Alors, la particularité du secteur aérien, c'est de participer au réchauffement climatique par d'autres effets que les effets CO2. C'est-à-dire que le secteur aérien contribue au changement climatique par des effets qu'on appelle des effets non CO2, qu'on peut catégoriser de diverses manières, qui en général sont comptés au nombre de 5. Et l'effet principal non CO2, ce sont les effets des traînées de condensation, ou plus précisément des cirrus induits par les traînées de condensation. Il faut distinguer les traînées, qui sont ces traînées blanches qu'on voit parfois dans le sillage de certains avions. Ces traînées sont n'ont pas beaucoup d'impact climatique, parce qu'elles sont assez fines et qu'elles ne persistent pas très longtemps. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que ces traînées, sous certaines conditions météorologiques particulières, persistent dans le temps et s'étendent et deviennent des nuages de haute altitude qu'on appelle des cirrus. Et donc, ce ne sont pas des cirrus naturels, ce sont des cirrus induits par l'aviation. Et ces nuages, eux, ont un impact climatique important. C'est pas simple parce qu'ils ont des impacts à la fois refroidissants et réchauffants. Mais quand on fait le bilan, c'est l'effet réchauffant qui l'emporte. Et il l'emporte de manière assez significative. Il y a des incertitudes sur l'ampleur, l'amplitude de ces réchauffements, mais les études scientifiques les plus récentes estiment que l'effet de ces effets non CO2, et notamment des traînées, est au moins aussi puissant en termes de réchauffement climatique que l'effet des émissions de CO2. Et donc c'est pour ça, vous voyez, en gros, quand on passe de 2 à 3%, on passe à 5 à 6%, on fait en gros 1 fois 2. Sur ces 5 à 6%, on voit souvent passer dans la littérature et dans les médias un chiffre qui est de l'ordre de 3,5%. Mais ce 3,5%, il faut bien l'interpréter. Ce 3,5%, c'est la contribution de l'aviation au réchauffement climatique depuis le début de l'ère industrielle. Depuis, la référence ici, c'est 1750. D'accord ? Donc si on regarde la contribution de l'aviation sur le réchauffement climatique depuis 1750, en fait, ça représente de l'ordre de 3,5 à 4%. Donc on n'est pas aux 5 à 6%. Et nous, on a calculé ce chiffre de 5 à 6%. Encore une fois, c'est une question de périmètre. Et ce 5 à 6% est représentatif de l'impact de la part des activités humaines dans le réchauffement climatique, mais sur une période plus récente. Donc ce qu'on a regardé, c'est quelle est la part du réchauffement climatique imputable à l'aviation depuis les années 2010 et non pas depuis 1750. Je pense que les mots sont importants et voilà, quand on dit par exemple la consommation en carburant a diminué, il faut être précis, c'est la consommation normalisée, si vous voulez, c'est la consommation par passager kilomètre. C'est-à-dire que, en gros, c'est quelle est la quantité d'énergie dont on a besoin pour faire 1 kilomètre à une personne. Donc si on a un avion qui fait 1 km avec 100 personnes, il aura fait 100 km passagers. Et donc cette consommation par passager kilomètre a diminué effectivement depuis 50 ans, et de manière tout à fait remarquable, puisque aujourd'hui il faut 5 fois moins d'énergie qu'il n'en fallait il y a 50 ans pour faire un passager kilomètre. Je crois que c'est vraiment le secteur technologique, industriel, qui peut se targuer d'avoir fait le plus de progrès au niveau de l'efficacité. Donc ça, voilà. Donc quand on dit que la consommation diminue, c'est vraiment la consommation, en termes d'efficacité, c'est la consommation par passager kilomètre. Par contre, la consommation globale du secteur aérien, elle a augmenté, puisque, comme vous le disiez, le trafic, lui, a été multiplié par 13. Donc on a divisé l'efficacité par 5, on a multiplié le trafic par 13, et donc la consommation globale a été multipliée par un petit peu moins de 3 dans le même laps de temps. Ce qui est clair, c'est que pour un objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les améliorations technologiques, que ce soit l'efficacité ou les carburants alternatifs, ne suffiront pas. C'est absolument évident. Et la raison pour ça, c'est que, en fait, ce qu'a fait le GIEC, c'est d'estimer ce qu'on appelle le budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. En ordre de grandeur, ce qui nous reste comme budget carbone
pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est un peu moins de 10 ans d'émissions au rythme actuel. C'est tout secteur confondu, hein. C'est au niveau mondial. Et donc c'est là aussi où il y a des discussions potentielles qui sont d'ordre politique, et c'est pour ça que dans le rapport, on aborde ça comme on regarde par exemple le budget carbone pour l'aviation, on voit ça comme une variable d'ajustement. On n'a pas, nous, à se prononcer sur quelle est la part de ce budget carbone qu'il faudrait donner à l'aviation. C'est vraiment des questions d'ordre politique. Mais le fait qu'on n'ait que 10 ans d'émissions de CO2 au rythme actuel et qu'il faudrait diminuer les émissions de 50% d'ici à 10 ans, font qu'en fait, ce constat qui est valide pour l'aérien, c'est-à-dire que les solutions technologiques ne suffisent pas, est partagé pour l'ensemble des secteurs d'activité. Si on est réaliste et qu'on veut vraiment limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme stipulé dans l'accord de Paris, le levier de la sobriété est indispensable. Le GIEC appelle ça aussi réduction de la demande, donc on agit vraiment sur une réduction des usages. Dans le cas du secteur aérien, on parlerait de décroissance du trafic. Moi, je suis extrêmement inquiet, oui, bien sûr. Je pense que les trajectoires, ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement climatique, on en est très loin. L'accord de Paris demande aux États de faire remonter leurs objectifs climatiques, donc on est dans une approche bottom-up plutôt que dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les contributions nationalement déterminées. Les contributions nationalement déterminées qui ont été faites remonter par les pays nous placent sur un réchauffement de l'ordre de 3 degrés. Ces contributions ne sont pas respectées par certains pays. Donc, s'ils étaient respectés, on serait sur du plus 2, plus 3 degrés. S'ils ne sont pas respectés, comme on le voit aujourd'hui, on est plutôt du plus 3, plus 4 degrés. On est dans une situation d'urgence climatique. Il faut réduire nos émissions de 50% en 10 ans. On ne prend pas du tout cette trajectoire. Je pense qu'il est normal d'être inquiet. Oui.